Fuite de données personnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es dans la panade, mon petit Billy. Mais comment c'est arrivé? Ah, tu sais, qui dit fuite de données dit courtier de données, hein. C'est censé être plus clair? Ok, laisse-moi t'expliquer. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va parler de ces satanés courtiers de données. Les courtiers de données, ce sont des organismes qui collectent les données personnelles des utilisateurs pour les revendre au plus offrant. Tu vois quand tu reçois un appel d'un organisme bizarre qui veut te proposer je sais pas quel service? Ouais, ça m'arrive tout le temps. Eh bah c'est la faute des courtiers de données. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, tout est mis sur le marché. Et bien sûr, les utilisateurs sont même pas au courant. C'est vraiment pas très chic tout ça. Un bel euphémisme, mon cher Billy. Laisse tomber. Heureusement, j'ai la solution parfaite pour que ça ne t'arrive plus jamais. Incogni. En t'inscrivant sur Incogni et en leur donnant l'autorisation de protéger tes données personnelles, le service va automatiquement prendre contact avec les courtiers pour s'assurer qu'ils suppriment tes données. En d'autres termes, Incogni va faire en sorte que tu restes le seul et unique propriétaire de tes données. C'est pas pour rien qu'on les appelle données personnelles. Et Incogni ne va pas s'arrêter là. Tant que tu seras inscrit chez eux, ils s'assureront constamment que tes données n'atterrissent pas entre de mauvaises mains. Si ça c'est pas un beau suivi client, je sais pas ce que c'est. Et t'as une petite offre pour moi, hein? Évidemment ma gueule. En cliquant sur mon lien ou en utilisant le code Cassard, tu profiteras d'une offre incroyable. 60% de réduction sur ton abonnement annuel à Incogni. Et si jamais tu as des doutes, sache que tu bénéficies d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Merci Incogni, je vais mieux dormir cette nuit. De rien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et si vous voulez voir Tom Cruise mourir encore et encore et encore, vous êtes au bon endroit. Edge of Tomorrow, c'est maintenant. En 2004, un light novel ambitieux débarque sur les étalages des librairies japonaises. Son titre, All You Need Is Kill. Tu n'as besoin que de tuer. Écrit par Hiroshi Sakurazaka et illustré par Yoshitoshi Abe, All You Need Is Kill raconte l'histoire de Keiji, un jeune soldat du futur envoyé au combat contre une race extraterrestre nommée les Mimiques. Alors que la bataille fait rage, Keiji se fait rapidement tuer, mais à sa plus grande surprise, il se réveille quelques heures plus tôt, et comprend alors rapidement qu'il est en réalité piégé dans une boucle temporelle qui le condamne à revivre cette bataille encore et encore. Puisant son inspiration dans les jeux vidéo et le concept de respawn, quand on réapparaît juste après être mort, All You Need Is Kill intrigue, fascine, et rapidement, le light novel connaît un beau succès qui le propulse au-delà des frontières du Japon. Et c'est en 2009 que l'éditeur Viz Media acquiert les droits de publication du light novel sur le territoire américain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez Viz Media, ils viennent tout juste de lancer une filiale dédiée à la production de longs métrages. Et comme ils sont du genre inventif, ils lui ont donné un petit nom original, Viz Productions. Et Jason Hoffs, le chef de la filiale, est bien décidé à lancer l'adaptation de All You Need Is Kill au cinéma. Ainsi, il fait parvenir un exemplaire à Erwin Stoff de la boîte de production Three Arts Entertainment, et ce dernier en perçoit immédiatement le potentiel pour en tirer un film spectaculaire. Une structure narrative intéressante, des personnages profonds, des batailles à grande échelle, la recette parfaite pour un blockbuster réussi. À l'automne 2009, Three Arts se met donc d'accord avec Viz Productions pour coproduire cette adaptation. En général, à ce stade, les producteurs vont frapper aux portes des studios pour leur présenter un pitch du projet en croisant les doigts pour susciter leur intérêt. Mais ici, ça s'est passé différemment. Histoire de mettre toutes les chances de leur côté et pouvoir présenter au studio autre chose qu'une simple idée, les producteurs décident de passer directement à l'étape de la rédaction du scénario. Et pour se charger de cette tâche, ils contactent Dan Harper, scénariste touche-à-tout qui a démarré dans la réalisation de films indépendants avant de se lancer dans la production, le montage et donc l'écriture. Mais après avoir lu le light novel, Harper est perplexe. Loin de partager l'enthousiasme des producteurs, il se dit au contraire que le matériau est bien trop complexe pour être adapté convenablement au cinéma. Mais intrigué par l'originalité de cette histoire et se disant qu'il n'aurait jamais la chance de travailler sur un projet similaire sous la tutelle d'un gros studio, il décide d'accepter la mission. Le scénariste passe ainsi de longs mois à rédiger son adaptation, et gratuitement. Et lorsqu'il confie son manuscrit au producteur, il n'est pas pleinement satisfait de son travail. Mais à son plus grand étonnement, il semble ravi du résultat. Le script en main, ils parviennent à vendre leur projet à la Warner pour près de 3 millions de dollars au mois d'avril 2010. Et en août de cette même année, Doug Liman est embauché pour mettre en scène cette adaptation. Réalisateur touche-à-tout, Doug Liman est un véritable électron libre à Hollywood. Principalement connu pour avoir lancé la franchise Jason Bourne avec La Mémoire dans la peau en 2002, on lui doit également la comédie d'action Mr. and Mrs. Smith, qui a lancé la franchise Brad Pitt Angelina Jolie, et Jumper, un très gros flop avec Hayden Christensen. Mais comme je le disais, Lyman, c'est un électron libre. Passionné, investi, mais imprévisible. Avec son caractère bien trempé, un côté légèrement obstiné et une tendance à suivre son instinct plus que les plans de travail, occasionnant d'importants dépassements de budget, autant dire que les majors hollywoodiennes et lui, ça fait deux. Mais n'empêche que la Warner lui fait assez confiance pour lui confier ce projet. Sauf que, tant du côté de la Warner que du sien, ils estiment que le script n'est pas totalement abouti et qu'il nécessite des ajustements. En particulier son acte 3, jugé insatisfaisant. Et c'est parti pour la valse des scénaristes. Joby Harold débarque pour faire des réécritures, puis le duo Roberto Orci et Alex Kurtzman mettent la main à la pâte. Et il y en aura d'autres. Et pendant que le script subit un gros lifting, Lyman et ses producteurs réfléchissent à leur casting. Qui donc incarnera Cage, l'équivalent du personnage de Keiji dans le light novel? Il s'avère qu'ils ont un acteur dans leur viseur, Brad Pitt. Brad Pitt avec qui Lyman avait déjà travaillé par le passé et qui prévoyait justement de remettre ça sur un ambitieux projet de science-fiction nommé Luna et produit par la Paramount. Enfin ça, c'était avant que ça tombe à l'eau suite au désistement d'un investisseur. All You Need Is Kill serait donc le projet idéal pour se consoler de cet échec, lui permettant de retravailler avec Lyman sur un projet du même genre. Mais Brad dit non.
pas envie. Mais loin de se laisser abattre, le studio et Lyman décident alors d'approcher un acteur du même calibre, Tom Cruise. Et de son côté, c'est le coup de foudre immédiat. Il tombe amoureux du script et rejoint officiellement le casting en décembre 2011. Et une fois Cruise à bord, les choses commencent à bouger sérieusement. Parce que Cruise, il est pas là pour rigoler. Cependant, une nouvelle réécriture du script s'impose, car caster Tom Cruise implique une refonte totale du personnage de Cage. Celui-ci ne sera donc plus une jeune recrue, mais plutôt un homme d'âge moyen n'ayant aucune expérience du combat à son actif. En avril 2012, Cruise est rejoint par Emily Blunt dans le rôle de Rita Vrataski, son binôme, le film étant centré sur la relation entre ces deux personnages. Et Lyman fait à nouveau réécrire le script pour que le personnage soit taillé sur mesure pour Blunt. Pour lui, il est capital que les acteurs contribuent à la création de leur personnage. Il met en effet un point d'honneur à l'aspect collaboratif de son travail. Ah, et d'ailleurs, la valse des scénaristes continue, hein. Jazz et John Henry Butterworth, qui avait écrit Fair Game pour Doug Liman, retravaille le script, de même que Simon Kinberg, connu pour son travail sur la saga X-Men et qui avait auparavant collaboré avec Lyman sur Mr. and Mrs. Smith. Les réécritures furent tellement poussées qu'à l'arrivée, il ne subsistait plus qu'un tiers du script original de Dante Harper. Mais ce n'était toujours pas satisfaisant du point de vue de Lyman. Et à force d'échanges avec le studio, ces derniers, reconnaissant que le scénario n'est pas au point, proposent carrément de se débarrasser du concept de boucle temporelle. Mais il va parler de quoi, votre film, du coup ? Et pendant que les scénaristes se creusent les méninges pour écrire une fin convenable, Lyman travaille d'arrache-pied sur la pré-production de son film. Un film qu'il aborde avant tout comme un film de guerre, ce dernier n'étant pas spécialement fan de science-fiction pur jus. Ainsi, lorsque l'équipe artistique élabore la partie purement visuelle du film, elle fait en sorte de ne pas partir trop loin dans l'aspect fantaisiste. Lyman insistant pour conserver un cadre relativement familier et authentique. Tant et si bien que lorsque l'équipe fait référence au contexte dans lequel se déroule le film, elle utilise l'expression Seconde Guerre mondiale du futur. En tout, ce sont pas moins de 47 décors qui seront conçus, 27 en extérieur et 20 en intérieur. Mais ce ne sont pas les décors qui vont constituer le plus gros challenge du film. Non. Pour ça, il y a les exosuits. Dans All You Need Is Kill, les soldats se déplacent et se battent à l'aide de puissants exosquelettes. Et s'il arrive souvent que ce genre de costume un peu complexe soit conçu en post-production grâce aux effets visuels, on a pu le voir dans Man of Steel par exemple, et bah pas ici. Non, Lyman tenait à ce que ses acteurs portent de véritables exosquelettes pour un rendu réaliste. Le réalisateur se met donc au travail avec le directeur artistique Oliver Scholl et la costumière Kate Holly pour concevoir des armures qui paraissent les plus crédibles possibles. Scholl gérerait l'aspect fonctionnel pour lequel il s'inspirera de véritables projets de la défense, tandis que Holly s'occuperait quant à elle de la partie esthétique. Une fois le design validé, la fabrication à proprement parler prit 5 mois en tout, chaque armure comprenant pas moins de 200 pièces moulées à la main. Au total, c'est pas moins de 120 armures qui seraient conçues pour le film, 70 en dur et 50 en matière souple pour les figurants en arrière-plan. Une fois l'armure prête, à 3 mois du début du tournage, Cruise est appelé pour venir faire un essayage et se familiariser avec cet accessoire dans lequel il sera engoncé pendant des mois. Et l'acteur finit carrément par mettre au point un programme d'entraînement pour tous ses compagnons de jeu. Bah ouais, il est comme ça Tom Cruise. Mais ce qui lui pose le plus problème avec ces armures, c'est le temps nécessaire pour les enfiler. 30 minutes en tout. Pas franchement ravi à la perspective de perdre autant de temps au moment du tournage, Cruise demande à l'équipe de trouver un moyen de le faire en moins d'1 minute. Et ils y parviennent, atteignant un record d'environ 30 secondes. Et quand c'est au tour d'Emily Blunt de venir essayer son armure, le moment est compliqué pour l'actrice, qui se met à sangloter lorsqu'elle réalise qu'elle va devoir porter cette lourde armure de 40 kg pendant tout le tournage. D'autant que l'actrice tenait, tout comme Cruise, à effectuer elle-même ses cascades. Et comme il s'agissait là de son premier film d'action, elle tenait à être en forme, raison pour laquelle elle commença à s'entraîner des mois avant le début du tournage. Enfin tout ça c'est bien beau, mais le scénario il est toujours pas prêt, hein. Doug Liman est désespéré. Les versions du script se multiplient et il ne dispose toujours pas d'une fin qui le satisfasse véritablement. Et nous sommes désormais à 8 semaines du début du tournage. Il décide donc de jouer carte sur table avec Blunt et Cruise, admettant qu'il subsiste d'importantes zones d'ombre et qu'il ne sait par conséquent pas exactement où il va. Mais contre toute attente, alors qu'il aurait été facile de céder au doute et à la panique, ces deux acteurs ne sont pas perturbés par cette nouvelle. Ils ont confiance en Lyman et savent au fond d'eux que le film est en de bonnes mains. Cruise appelle alors son collaborateur Christopher McQuarrie, l'homme qui avait écrit et réalisé Jack Reacher et qui tient désormais les rênes de la saga Mission Impossible. Si l'acteur avait souvent sollicité son avis sur les précédentes versions du script de All You Need Is Kill, il lui demande désormais de proposer sa propre révision. Et c'est donc lui qui apportera la touche finale au script. Mais pendant le tournage du coup. Parce qu'il n'y a plus le temps là. Le 1er octobre 2012, Lyman, Cruise, Blunt et le reste de l'équipe entament le tournage de All You Need Is Kill à Londres, au studio Leavesden où sont bâtis pratiquement tous les décors du film. Ils utilisent pour ça les 9 plateaux du studio, ainsi que le backlot de Santacre où ils tourneront la bataille contre les Mimiques. Une séquence épique conçue comme une version amplifiée et spectaculaire du débarquement en Normandie. À l'origine, Lyman voulait tourner cette séquence en décor naturel. Il avait même trouvé l'endroit parfait pour y poser ses caméras, à savoir la plage de Sunton Sands. Mais son premier assistant réalisateur flairant les galères à venir, il le persuade finalement de tourner en studio, où l'équipe aura un contrôle total sur l'environnement. Si dans un premier temps il n'est pas ravi, Lyman ne regrettera pas cette décision car cela aura grandement facilité les répétitions. Là où il aurait fallu 4 heures à l'équipe pour se rendre sur place à Sunton Sands, ils avaient maintenant tout à disposition au sein des studios, permettant un gain de temps et donc d'argent considérable. Il fallut en tout 4 mois à l'équipe pour créer ce décor de plage au sein du backlot du studio. Au programme, 1300 tonnes de sable, de nombreuses tranchées creusées et des explosifs enterrés un peu partout par l'équipe des effets spéciaux pour un résultat tout simplement spectaculaire et immersif. Même s'il était très difficile de s'y déplacer, le sable se transformant rapidement en boue à cause de l'humidité de l'air. Tant et si bien que le décor est vite surnommé la Beach par l'équipe et le casting.
Pour ne pas perdre une miette de cette séquence ambitieuse, Lyman fait parfois tourner 9 caméras en simultané. Et s'il était à l'origine prévu de mettre en boîte ces scènes en 2 semaines, ce sont au final 3 mois de tournage qui seront nécessaires. Un tournage qui ne sera bien évidemment pas de tout repos. Pour les acteurs, il s'agissait d'une des séquences les plus physiques, car riche en cascades diverses. Emily Blunt manquera d'ailleurs de se casser le nez lors d'un combat avec son épée géante. La difficulté se pose également vis-à-vis des mimiques, qui seront conçues en post-production et ne sont donc pas présents sur le plateau. Il fut donc compliqué pour Blunt de tourner les scènes où elle les combat, car elle n'avait aucun repère et ne pouvait donc baser sa performance que sur les directives de Lyman et sur sa propre imagination. De son côté, Lyman est à fond. Il a beau tourner 7 jours sur 7 avec 2 équipes, il ne cède jamais à la fatigue. C'est une véritable boule d'énergie et de créativité. Mais une boule un poil chaotique. Lyman est en effet très porté sur l'improvisation, ce qui fait que ses collaborateurs doivent être constamment sur le pied de guerre pour répondre à ses requêtes. Le réalisateur hyperactif est prêt à tout et n'hésite pas à modifier le film au fur et à mesure du tournage pour le rendre meilleur. Par exemple, dès le 2e jour des prises de vue, le réalisateur décide de refilmer tout ce qui avait été mis en boîte le 1er jour. Au grand dam des producteurs évidemment, qui craignent un dépassement de budget, chose dont Lyman s'est fait une spécialité. Mais le réalisateur n'a qu'un credo. Si on peut améliorer une scène, il faut le faire. Parfois, il monte une scène qui vient d'être tournée et réalise 2 semaines plus tard qu'il pourrait l'améliorer. Il prend alors 1 heure avec son équipe pour mettre en boîte des plans supplémentaires. Et tout ça devient rapidement un véritable casse-tête pour ses assistants et la script Lisa Vick, qui doit prendre note de tous les plans tournés et de tous les changements opérés. Mine de rien, cette façon de faire est une véritable anomalie dans le système hollywoodien, où les studios s'assurent de garder le contrôle sur le tournage et où le moindre changement doit être validé par les exécutifs. Ici, Lyman avait autant de liberté que sur un film indépendant, ce qui le surprit énormément. Parce qu'un film indépendant à 178 millions de dollars, autant vous dire que ça court pas les rues. Si l'équipe tourne en majeure partie au sein des studios Leavesden, il lui arrive cependant de partir tourner en décor naturel. Ce sera notamment le cas le 24 novembre 2012, où ils obtiennent l'autorisation de faire atterrir un hélicoptère sur Trafalgar Square. Une grande première dans l'histoire du cinéma, pour laquelle 11 caméras tournèrent en simultané histoire de s'assurer le plus de couverture possible. De son côté, Lyman était dans l'hélico pour filmer lui-même les plans de Cruise à l'intérieur. L'équipe investit également le ministère de la Défense à Londres, le pont de Waterloo, une ferme anglaise de 22 hectares dans la ville de Petersfield, un pub londonien dans le quartier de Farringdon, ainsi qu'une ancienne base militaire du Hampshire pendant 2 semaines. Et pendant ces prises de vue en extérieur, un accident survient. Lors d'une cascade où Emily Blunt conduit une voiture à pleine vitesse, l'actrice perd le contrôle du véhicule et percute un arbre, ce qui aurait pu tuer Tom Cruise sur le coup, ce dernier étant sur le siège passager. À l'arrivée, plus de peur que de mal heureusement, les 2 acteurs n'ayant souffert que d'un fou rire nerveux. Parfois, pour décompresser, rien de tel que de foncer à toute berzingue dans un arbre. Décompresser, c'était nécessaire, car ce tournage fut particulièrement difficile. Lors de la séquence du largage par exemple, les acteurs en armure sont suspendus à l'aide de câbles au sein d'un décor bâti sur un simulateur de vol, avant d'être largués sur des matelas de sécurité 5 mètres plus bas. Et ils passeront toute une semaine dans cet environnement restreint et donc très inconfortable, que ce soit pour eux ou l'équipe technique. De son côté, Blunt se creuse la tête pour trouver le meilleur moyen d'aborder la relation entre son personnage et celui de Cruise. Car Rita est censée rencontrer Ketch pour la première fois tous les jours. Partant de ce constat, comment faire évoluer leurs relations et leurs interactions? Comment peut-elle devenir progressivement plus proche de lui si elle ne se rappelle pas de lui? Il s'agissait donc pour Blunt de trouver la bonne approche, la bonne mesure, la bonne nuance. Et plus facile à dire qu'à faire. De son côté, Cruise s'amuse beaucoup à incarner Cage, et particulièrement les scènes où il s'avère être un véritable lâche, ce qu'il n'a pas forcément l'habitude de jouer. Un jour, l'équipe reçoit la visite d'Hiroshi Sakurazaka, l'auteur du light novel ayant inspiré le film. Cruise et Lyman lui proposent alors de faire de la figuration dans un exosuit. Mais après une dizaine de prises, l'auteur abandonne, épuisé par le poids de l'armure. Ah, c'est sûr qu'il faut les porter les 40 kilos, hein? En mars 2013, après de longs mois de travail intense, le tournage prend fin. Le film dispose alors d'1 an de post-production très exactement, sa sortie étant prévue pour le 14 mars 2014. Et puis, 2 mois plus tard, on apprend que le film était calé à juin 2014. Et considérant la masse de travail qu'il restait à accomplir, ce ne serait pas de trop. Les effets visuels sont ainsi partagés entre 8 studios, dont Framestore à Londres et Montréal, et Sony Pictures Imageworks à Los Angeles. Tout en haut de la liste des tâches à accomplir, donner vie aux mimiques, ce qui allait s'avérer complexe. Le premier défi concernant ces créatures fut de parvenir à concevoir un design original. Parce que des créatures extraterrestres, on en a vu. Après 4700 dessins conceptuels, Lyman valida 3 designs correspondant aux 3 types de mimiques différents, chacun disposant de ses propres caractéristiques physiques. Il ne restait plus qu'à déterminer leur façon de se mouvoir et leur style de combat, bref, à leur donner vie. Au même moment, des discussions animées ont lieu entre Lyman et la Warner, des discussions ayant pour sujet le titre du film. D'un côté comme de l'autre, ils estiment que All You Need Is Kill n'est pas adapté. La Warner n'étant pas sûr que le mot kill soit particulièrement vendeur, et Lyman reconnaissant que ce titre n'est pas en accord avec le film qu'il réalise, au ton plutôt léger. Chacun y va alors de sa proposition. La Warner vote pour Edge of Tomorrow, littéralement au bord du lendemain, et Lyman vote quant à lui pour Live Die Repeat. Vivre, mourir, recommencer. Et un débat enflammé s'ensuit, chacun campant sur ses positions. Mais c'est finalement le studio qui a le dernier mot, estimant que Edge of Tomorrow est beaucoup plus vendeur. Ils gardent cependant en tête le Live Die Repeat, qu'ils utiliseront comme slogan pendant la campagne marketing du film. En août 2013, le film part pour quelques jours de tournage additionnel avec ses 2 stars. Mais une fois sur le plateau, Cruise est étonné de constater qu'Emily Blunt refuse désormais de faire ses cascades. Pour cause, elle est enceinte. Si elle tenait absolument à garder ça pour elle, Cruise, inquiet, ne put s'empêcher de lui demander
demandé pourquoi elle ne se sentait plus d'attaque. Elle le mit donc dans la confidence, et ce dernier fit le nécessaire pour que ce tournage additionnel se passe dans les meilleures conditions pour elle. Une fois les nouvelles séquences en boîte, Lyman et son équipe peuvent se concentrer pleinement sur la post-prod. Le compositeur Ramin Djawadi est alors engagé pour composer la bande originale du film, mais il sera finalement remplacé par Christophe Beck. Et si ce dernier pense dans un premier temps partir sur une approche orchestrale classique à base de thèmes héroïques, Lyman le pousse au contraire à adopter une approche plus expérimentale et originale pour le plus grand plaisir de Beck. Le 6 juin 2014, le film sort sur les écrans américains, précédé d'une vaste campagne marketing pour laquelle la Warner a déboursé pas moins de 100 millions de dollars. Et malheureusement, c'est pas un énorme succès. Edge of Tomorrow récolte 28 millions de dollars sur son premier week-end d'exploitation pour 370 millions au box-office mondial. Un succès en demi-teinte donc, malgré des critiques et un public généralement enthousiaste. Et comme Lyman il aime bien avoir le dernier mot, face au succès décevant du film, il décida d'appeler l'exécutif qui avait insisté sur le fait que Edge of Tomorrow était un titre vendeur, rien que pour le plaisir de lui dire qu'il s'était royalement planté. À partir de ce moment-là, le studio commença à utiliser le titre Live Die Repeat, notamment pour son exploitation sur le marché vidéo. Enfin, toujours est-il que le film méritait mieux, parce qu'il est franchement excellent. Difficile de bouder son plaisir face à Edge of Tomorrow, qui s'avère être une véritable pépite de blockbuster. Doug Liman nous embarque en effet dans 2 heures d'aventure explosive superbement maîtrisée et au rythme endiablé. Si le film semble au premier abord se contenter de dépeindre une histoire classique d'invasion extraterrestre, c'est pour mieux nous surprendre et sortir des sentiers battus lorsque Cage se retrouve coincé dans la boucle temporelle. D'ailleurs, ça doit valoir le coup de découvrir le film sans savoir à l'avance de quoi il va parler. Bon, pour vous, c'est mort. Pour autant, le film ne ménage pas ses efforts et s'avère plaisant dès ses premières minutes, qui nous permettent de voir Tom Cruise dans un véritable rôle à contre-emploi. Bon, peut-être pas autant que Les Grossman, mais quand même. I will fuck you up! Au début du film, Cage est un véritable lâche qui fera tout pour éviter le combat. On s'amusera donc beaucoup à le voir tenter d'échapper à tout prix à un destin pourtant tout tracé. Il partira au combat avec la première vague pour affronter les mimiques. Ce qui nous amène donc à la fameuse séquence du débarquement, spectaculaire à souhait. Ça tire de tous les côtés, mais la mise en scène immersive de Lyman parvient à parfaitement représenter le chaos ambiant sans tomber dans le piège de la vulgaire shaky cam. L'action est frénétique et intense, mais reste lisible. Ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et puis, Cage se réveille 24 heures plus tôt, et on change de registre. Le film de guerre classique gagne soudain en sophistication avec l'arrivée de cet artifice narratif à la Un jour sans fin. Que se passe-t-il? Pourquoi Cage semble bloqué dans cette boucle temporelle infinie? Les questions se bousculent, apportant au film une portée narrative bien plus engageante que les habituels clichés du genre invasion alien. La quête de réponse de Cage l'amènera ainsi à faire équipe avec la légendaire Rita Vrataski, incarnée par une Emily Blunt parfaite en action woman. Et l'écriture étant maîtrisée, les règles entourant la boucle temporelle sont exposées avec clarté, rendant l'histoire très simple à aborder. Il s'agira donc pour Cage de tirer parti de cette boucle temporelle pour parvenir à vaincre la menace mimique. Le film assume alors pleinement ses origines vidéoludiques, prenant des allures de Die and Retry. Meurs et réessaye. C'est la traduction, hein, c'est pas un ordre. Le Die and Retry, c'est un concept vidéoludique qui pousse le joueur à mourir encore et encore jusqu'à ce qu'il connaisse par cœur la marche à suivre pour le terminer. Il s'agit donc de savoir exactement où se trouvent les menaces et comment les éviter ou en venir à bout. Et c'est précisément ce que vont être amenés à faire Cage et Rita, la moindre petite erreur étant fatale et obligeant Cage à recommencer le niveau depuis le début. Là encore, on n'échappera pas à quelques traits d'humour bien sentis. J'aime voir des gens mourir. Et pendant l'acte 3, le film ira au bout de son parallèle avec le médium vidéoludique en confisquant à Cage son pouvoir de résurrection juste avant qu'il ne parte affronter le boss final. Les enjeux sont ainsi poussés à leur maximum, car tout échec sera synonyme de game over définitif. C'est moi la marade d'un coup. Car effectivement, l'humour n'est pas omniprésent. Plus le film avance, plus les enjeux augmentent, plus le désespoir s'empare de Cage, et plus le ton léger cède place à une atmosphère empreinte de noirceur. C'est là l'une des grandes forces de Edge of Tomorrow, ses ruptures de ton. Sa capacité à passer sans cri égard de la comédie au drame, et ce dans la plus grande fluidité. L'humour est présent, mais il ne vient jamais amoindrir les enjeux, ce qui parasiterait de ce fait la narration et notre implication. Un véritable tour de force de la part de Lyman, qui manipule nos émotions avec maestria. Et si l'on est à ce point réceptif et impliqué dans cette histoire, c'est avant tout grâce à notre duo de personnages. Car non, Edge of Tomorrow ne se contente pas simplement d'enchaîner bêtement des scènes d'action spectaculaires. L'atout majeur du film, ce sont ses personnages. L'alchimie entre Cruise et Blunt est immédiate, résultant en un duo de cinéma attachant dont on appréciera de voir la relation évoluer à mesure que le film avancera. Il ne sera donc pas difficile pour nous de comprendre la douleur de Cage, condamné à voir Rita mourir sous ses yeux un nombre incalculable de fois et refusant d'avancer sans elle. Ainsi, si les scènes d'action s'avèrent plus qu'enthousiasmantes, ce sont pourtant les scènes les plus intimistes qui se révèlent être les meilleures. Celle où Cage et Rita se retrouvent seuls à échanger des banalités dans une voiture, ou bien celle où Cage propose un café à Rita dans une ferme abandonnée. Ces petits moments de calme qui apportent tant aux personnages, les humanisant et développant naturellement leur relation. Le développement des personnages, et particulièrement de Cage, c'est le point central du film. Parce qu'au-delà de sa référence aux jeux vidéo et de sa fonction purement narrative, la boucle temporelle a ceci d'intéressant qu'elle permet au personnage de Cage d'évoluer. Comme dit plus tôt, au début du film, Cage n'est pas un soldat, c'est un simple publicitaire qui n'a aucune expérience du terrain. I do this to avoid doing that.
Autant dire qu'il sera comme un poisson hors de l'eau une fois sur le champ de bataille, incapable ne serait-ce que de retirer la sécurité de son arme. L'inévitable finit donc par arriver. N'étant pas assez expérimenté pour survivre dans une telle situation, il meurt. Mais grâce à la boucle temporelle, Cage va pouvoir gagner en expérience et devenir meilleur. Il sera d'ailleurs particulièrement jouissif de voir le personnage accomplir cette transformation, passant d'un Chine expérimenté à un guerrier accompli. Mais il ne s'agit pas que de puissance, il s'agit aussi de maturité. Au début du film, Cage ne s'intéresse qu'à sa petite personne. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que, dans la première scène, le personnage tente d'accomplir ce qu'il s'efforcera de faire tout le reste du film, changer le cours des événements. Le général veut l'envoyer au front, mais Cage veut à tout prix éviter ça. Résultat, il menace le général de ternir sa réputation, puis il cherche tout bonnement à s'enfuir en courant. Bref, il tente d'échapper à un destin tout tracé, mais il s'y prend mal et enchaîne les mauvais choix. Dans le reste du film, il apprendra donc à devenir un homme meilleur, ce qui impliquera deux choses. Apprendre à faire les bons choix, car chaque faux pas est désormais synonyme de mort, et à s'impliquer pour d'autres que lui-même. Ce qu'il fera en tentant de sauver l'humanité, mais surtout en côtoyant Rita, pour laquelle il développera un attachement profond, préférant mourir que de gagner la guerre sans elle. Edge of Tomorrow, c'est donc aussi un film sur le dépassement de soi, sur la capacité d'un individu à devenir meilleur pour se forger son propre destin. D'un point de vue purement formel, impossible de ne pas mentionner les fameux exosuits, tours de force artistiques et techniques particulièrement réussis qui constituent de superbes accessoires de cinéma et apportent énormément de dynamisme au combat entre soldats et mimiques. Mention spéciale aux chorégraphies aériennes de Rita. De manière générale, la direction artistique est elle aussi une réussite, intégrant la dose nécessaire d'éléments futuristes sans risquer de faire perdre au film son authenticité. Une authenticité qui doit d'ailleurs beaucoup à son cadre européen. Là-dessus, Lyman a accompli sa mission haut la main. Le film est donc très bon, que ce soit grâce à son histoire rondement menée, sa mise en scène dynamique, ses personnages attachants et son casting 5 étoiles jusque dans ses seconds rôles. Bill Paxton et Brendan Gleeson étant le genre d'acteur qu'on a toujours plaisir à voir. Emily Blunt apporte quant à elle beaucoup d'humanité et une certaine vulnérabilité à son personnage qui se protège derrière un monolithisme apparent. Une carapace que Cage parviendra à percer, permettant au personnage de s'ouvrir petit à petit. Au début du film, quand Rita sort du hangar pour partir au combat, un soldat s'avance vers elle et s'apprête à l'appeler Full Metal Bitch devant tout le monde. Mais le jeune canaillou n'a pas le temps de finir sa phrase qu'il se fait mettre à terre par la patronne. C'est comme ça qu'on apprend le respect, mon gars. Et ben vous n'allez pas le croire, mais le soldat en question est incarné par Sebastian Blunt, le frère d'Emily Blunt. Et on ne parle pas comme ça à sa sœur. Bref, vous l'aurez compris, je pourrais louer les qualités de Edge of Tomorrow pendant des heures. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la musique de Christophe Beck, aux sonorités guerrières effectivement bien loin de la classique et cliché BO orchestrale. Une autre réussite apportée au crédit du film. Mais ça veut pas dire qu'absolument tout est parfait. Je trouve en effet que ce fameux acte 3 qui leur a posé problème quasiment jusqu'à la fin du tournage demeure malheureusement bancal. Je replace un peu le contexte. À la fin du film, Cage a perdu son pouvoir et part avec Rita et les Squad G pour affronter les mimiques dans les ruines du Louvre où se trouve l'Oméga. Le but étant donc de détruire l'Oméga, le grand chef mimique maître du temps, pour gagner la guerre. Et donc, Cage parvient à le faire exploser. Mais il y laisse la vie, comme Rita et comme le reste de l'escouade. Elle risque du métier, hein. Sauf que, dans un dernier rebondissement inattendu, Cage se voit recouvert du sang de l'Oméga et se réveille alors dans l'hélicoptère qui le menait au ministère de la Défense au tout début du film. Mais juste après ça, on apprend que l'Oméga a bel et bien été détruit car tous les mimiques sont tombés. What the fuck? En fait, la fin donne l'impression de tricher, comme si le film décidait soudainement de ne plus suivre ses propres règles, simplement pour offrir une fin heureuse à ses personnages. Pourquoi lorsque Cage remonte le temps, l'Oméga et les mimiques demeurent neutralisés? Je veux dire, ça ferait sens si l'Oméga ne se contentait pas de redémarrer la journée, mais voyageait dans le temps. On comprendrait alors que l'Oméga reviendrait un jour dans le passé, puis mourrait de ses blessures, et toute son armée tomberait avec lui. Mais le film ne nous donne jamais une telle information. Ce que l'on nous dit, c'est que l'Oméga redémarre la journée, pas qu'il voyage dans le temps. Il conserve son savoir, mais pas son état physique. Bref, tout ça résulte donc en une fin certes optimiste, les deux personnages se retrouvent et c'est assez chouette, mais surtout assez confuse, et c'est dommage. Pour autant, on va pas bouder notre plaisir, le film reste excellent. Spectaculaire et original, mais avant tout drôle, intelligent et touchant, Edge of Tomorrow c'est un blockbuster avec une âme et du cœur qui se revoit toujours avec grand plaisir. Et mine de rien, avec les années, bientôt 10 ans, je suis vieux, il a fini par devenir un petit classique du genre. Face aux réactions de fans toujours plus démonstratifs qui ne cessaient de leur parler du film, Lyman et son duo d'acteurs durent se rendre à l'évidence, Edge of Tomorrow avait fini par trouver son public. Lyman commença donc à réfléchir à la suite avec Christopher McQuarrie. Et voilà ce qu'on sait à l'heure actuelle. Pas grand chose, vous attendez pas à du lourd. Bon déjà, elle s'appellera Live, Die, Repeat and Repeat. Lyman y tient. Le réalisateur a aussi annoncé qu'il s'agirait d'un film à plus petite échelle, ce qui me pose personnellement pas de problème et qui leur permettrait de faire produire cette suite en limitant les risques. Ce qu'il a également révélé, c'est qu'on reprendrait exactement où le premier film s'était terminé et que cette suite raconterait une histoire très originale, à l'opposé du premier film et en dehors des conventions du genre. Dernière info pour la route, Lyman n'envisage pas cette saga comme une trilogie, mais comme un diptyque. Live, Die, Repeat and Repeat sera donc la conclusion définitive de cette histoire. Pour conclure, le réalisateur s'avère particulièrement confiant, allant jusqu'à qualifier de brillant le concept de cette suite. Bref, ça tease beaucoup, mais ça révèle pas grand chose. Verra-t-on cette suite un jour? Rien n'est moins sûr.
Cruise étant occupé à enchaîner les missions impossibles, et Blunt ayant également un agenda chargé. Pour autant, Lyman devrait bien à nouveau faire équipe avec Cruise pour tourner le fameux Luna, son projet avorté avec Brad Pitt, et pour lequel ils ont l'intention de carrément partir tourner dans l'espace. Et si cette hypothétique suite n'est pas indispensable à mes yeux, j'avoue que je serais quand même assez heureux de voir Lyman, Cruise et Blunt remettre ça pour un second opus qui apporterait plus de clarté à la conclusion du film original. On verra bien si ça finit par arriver. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!